Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous informer que j'ai ouvert, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, l'option de souscription. Je vous en reparle plus en détail à la fin de la vidéo. Régulièrement, vous m'envoyez des propositions pour des sujets de vidéo, et cette dernière m'a rapidement intrigué. J'ai pu découvrir une histoire assez incroyable que je ne connaissais absolument pas. Aujourd'hui, on part au Japon, à la découverte d'un esclave devenu le tout premier samouraï étranger de l'histoire du Japon, surnommé Yasuke le samouraï noir. Nous sommes à l'aube du XVIe siècle, et à cette période commencent à se développer d'immenses empires coloniaux, et figure parmi ces derniers le Portugal, qui étend son empire jusqu'en Asie, jusqu'en 1543, où les Portugais atteignent le sud du Japon et vont alors tisser des liens avec les locaux et les aider. En effet, à cette période, les relations entre la Chine des Ming et le Japon sont ultra tendues, et les Portugais vont alors jouer un rôle d'intermédiaire pour faire continuer le commerce entre ces deux grandes puissances d'Asie. Les Portugais achètent alors entre autres de la soie aux Chinois, qu'ils revendent aux Japonais. Et grâce à ce petit business, certains Portugais vont vachement s'enrichir et vont alors fonder le port de commerce de Nagasaki. Et oui, il s'agit bien de la même ville qui se fera atomiser quelques siècles plus tard par les Américains. Rapidement, Nagasaki devient un pôle commercial incontournable au Japon, puisqu'il met en lien le Japon avec la Chine et l'Europe via les Portugais. Débarque alors à Nagasaki, tout droit venu d'Europe, la Compagnie de Jésus. Ils ont pour mission de convertir le plus de monde possible au christianisme. Ce qui va semble-t-il assez bien marcher, puisque 200 000 personnes, dont plusieurs seigneurs locaux, vont se convertir. Mais l'influence des Européens ne s'étend pas qu'en Asie. L'Amérique commence elle aussi à être colonisée, ainsi que l'Afrique. Et c'est là que l'histoire de l'homme qui nous intéresse commence. Et dans ce qui est aujourd'hui le Mozambique, les Jésuites, l'autre nom pour la Compagnie de Jésus, sont à l'œuvre. Les Jésuites avaient pour habitude de recevoir des esclaves de la part des chefs de tribus autochtones. C'est ainsi que se serait retrouvé avec eux un adolescent, embarqué pour ce qui va devenir une histoire incroyable. J'utilise le conditionnel puisque vous allez voir que l'histoire de Yasuke est en fait assez méconnue, notamment du fait qu'il n'existe que 3 sources principales qui parlent de certains moments de sa vie. Histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon de François Solier, chronique du seigneur Nobunaga de Ota Gyuchi, et enfin un jésuite Louis Froid, qui lui aussi évoque Yasuke mais de façon très succincte. Vous l'aurez compris, il nous manque beaucoup d'éléments pour comprendre sa vie, mais j'y reviendrai après. Pour revenir sur l'enfance de Yasuke, on n'est pas totalement sûr qu'il ait été offert aux jésuites. Il a peut-être été capturé d'abord par les Portugais et ensuite envoyé aux jésuites. Son origine exacte est elle aussi inconnue. On s'accorde aujourd'hui à penser qu'il serait né autour des années 1550, voire même un peu avant, et qu'il viendrait de l'actuel Mozambique, plus précisément du peuple Makua. Mais d'autres parlent du peuple Apchi d'Éthiopie. Quoi qu'il en soit, ce qu'on est sûr, c'est qu'il rejoint bien les jésuites. On le retrouve donc quelques années plus tard à Goa, en Inde, dans une résidence de jésuites. Il s'était depuis converti au christianisme et aidait depuis les jésuites dans leurs tâches quotidiennes. C'est là qu'apparaît un certain Alessandro Valignano, un prêtre jésuite chargé d'inspecter les différentes résidences jésuites dans le monde. Il est alors en Inde pour inspecter celle où se trouve Yasuke, mais il s'apprête à repartir pour cette fois-ci inspecter les résidences situées au Japon. Et Valignano a besoin d'hommes solides pour l'accompagner dans ce long et dangereux périple. C'est là qu'il décide d'emmener ce jeune esclave âgé maintenant d'une vingtaine d'années. C'est ainsi qu'il se retrouve enrôlé dans la flotte de Valignano à destination du Japon. Après un long voyage, des escales à Manille et en Malaisie, en 1579, Valignano débarque enfin au Japon, dans la région de Kyushu. Il arrive dans un Japon embourbé dans ce que l'on appelle l'ère des provinces en guerre. Cette période est également appelée période des royaumes combattants, ou bien époque Sengoku. Elle est marquée par de nombreux bouleversements sociaux, des intrigues politiques et surtout des guerres incessantes. En effet, depuis 1467 et le début de la guerre d'Onin, le Japon est en proie au chaos, et ce conflit divise totalement le pays, réduisant ainsi l'autorité politique des shoguns de la dynastie Ashikaga, ceux qui dirigeaient une grande partie du Japon au strict minimum. Le shogun étant alors à l'époque un titre militaire porté par celui qui dirigeait véritablement le Japon. L'empereur, lui, n'avait qu'un titre purement symbolique, il était surtout là pour sauvegarder la tradition. Mais sans shogun influent, c'est le bordel. Alors beaucoup de seigneurs se soulèvent et le Japon se retrouve divisé en différents fiefs indépendants. Cette période brutale de l'histoire nippone marque la transition entre le Japon féodal et le Japon de l'ère dite de la première modernité. La période Sengoku s'achève vers 1600, après un siècle et demi de guerre et de changements sociaux, qui redéfiniront totalement l'ordre et la structure sociale et politique japonaise. Bon, j'ai un peu vite expédié ce passage important de l'histoire du Japon, mais c'était surtout pour vous poser le
contexte. On est donc en 1579 lorsque Valignano et son esclave débarquent en pleine période Sengoku. Malgré que le pays soit divisé en plusieurs fiefs, cela n'a pas empêché un certain Oda Nobunaga, membre ambitieux du clan Oda, d'être parti à la conquête d'une bonne partie du territoire nippon. C'est un daimyo. Entendez par là un gouverneur qui avait réussi en quelques années à sortir son épingle du jeu, en s'imposant comme l'un des plus grands chefs de son temps, qui n'était d'ailleurs pas loin de réussir à réunifier tout le Japon. C'est au même moment que Valignano emmène Yasuke à Kyoto, l'une des plus grandes villes du Japon où réside Oda Nobunaga, que je vais juste appeler Oda. Et autant vous dire que Yasuke, quand il débarque à Kyoto, il ne passe pas du tout inaperçu. Bah ouais, quand la rumeur qu'un mec grand de taille et noir de peau circule dans la ville, tout le monde s'est rameuté. Car ouais, à cette époque, les Japonais étaient en général relativement petits. Et même si on ignore la taille exacte de Yasuke, il est dit qu'il dépassait tout le monde d'au moins une tête. Yasuke est alors assailli par les Kyotoïtes, qui veulent tous voir de leurs propres yeux ce grand homme noir. Il se réfugie alors dans l'église jésuite de Kyoto, mais le bâtiment est cerné. Des gens font parfois jusqu'à plus de 100 km pour pouvoir admirer cet homme si différent d'eux. On raconte même que sous l'influence de tous ces gens, les portes s'écroulent sous le poids des habitants pressés de voir Yasuke. Il devient alors une sorte d'attraction touristique très connue dans la région, et évidemment, Valignano ne se gêne pas pour faire payer l'entrée. Au même moment, Oda apprend qu'un homme dit noir comme le charbon est arrivé en ville avec les Européens. Curieux, il l'invite dans son château et une fois face à lui, il est fasciné. Bon, n'y voyez pas un comportement raciste, du moins comme on pourrait le voir aujourd'hui. Il a sous ses yeux un homme très différent de tout ce qu'il a pu voir dans sa vie. Pour lui, c'est presque comme rencontrer un extraterrestre. Mais il reste méfiant et va leur faire quelque chose d'étrange. Il ordonne que Yasuke soit déshabillé et souhaite qu'on le nettoie. Car en réalité, Oda conserve des doutes et pense que ça pourrait être un Portugais qui se soit enduit d'encre pour le tromper. Sauf qu'après l'avoir fait frotter pendant de longues minutes, Oda est devant le fait accompli, il est bien noir. Oda est alors fasciné par ce jeune homme, et une amitié entre les deux hommes commence à naître. C'est à ce moment-là qu'il obtient son nom japonais de Yasuke, car oui là encore on ne connaît pas son nom de naissance. En 1581, Oda écrit en parlant de Yasuke, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans, son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf, il était solide et avait de la prestance. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. Il demande alors aux jésuites de le libérer pour qu'il entre à son service. Le jeune esclave africain est désormais devenu samouraï. On peut dire qu'il a sacrément grimpé les échelons. Il jouit désormais de tous les privilèges des samouraïs. Il obtient des terres, des domestiques et enfin le célèbre katana, arme avant tout symbolique que possédait chaque samouraï. Car oui, le katana n'était pas utilisé lors de combats, les samouraïs se battaient davantage à l'arc ou à la lance. Il apprend notamment le code du Bushido, le code des principes moraux des samouraïs, et apprend par la même occasion à parler le japonais. Yasuke devient un proche d'Oda, et a même le privilège de dîner régulièrement avec lui. Il part régulièrement en guerre pour le compte d'Oda. C'est au cours de ces batailles que la légende du samouraï noir naît. Les ennemis sont terrifiés devant cet homme imposant, qui sait se battre comme nul autre. Parmi ses nombreux faits d'armes figure la bataille de Tenmokuzan, en 1582, qui marque l'annihilation de l'armée de Takeda, l'une des grandes familles japonaises rivales d'Oda. Après un an de guerre, Oda et Yasuke rentrent à Kyoto en juin 1582. Oda, de retour sur ses terres, se sépare de ses troupes, et part accompagné de Yasuke et de quelques gardes du corps, de servants et d'artistes, pour se reposer au temple bouddhiste de Honnoji. Dans la nuit du 21 juin, alors que personne n'était censé connaître la position du seigneur Oda, le temple se retrouve soudainement encerclé par ses ennemis. Ce dernier venait d'être trahi par l'un de ses meilleurs généraux, un certain Akechi Mitsuhide. En fait, la mère de Mitsuhide avait été assassinée en représailles d'une manœuvre hasardeuse de la part d'Oda. Mitsuhide décide alors de se venger. Mitsuhide fait croire à ses hommes que des ennemis d'Oda se trouvent dans le temple. Le temple est encerclé et incendié, avec Oda et Yasuke à l'intérieur. Oda choisit alors de se faire seppuku, c'est-à-dire qu'il s'éventre lui-même. Une méthode de suicide assez courante à l'époque du Japon féodal, lorsque l'on souhaite sauvegarder son honneur. On est donc bien loin de notre vision à nous, Européens, du suicide qui était à l'époque considéré comme l'un des pires péchés. Yasuke, lui, ne souhaite pas mourir sans combattre. Il se lance alors dans une bataille désespérée face aux assaillants. Il parvient à s'échapper et à rejoindre le château d'Oda, où se trouve encore son fils, Oda Nabutada. Mais le château est lui aussi rapidement assiégé. Après une bataille féroce, le château tombe, et le fils d'Oda se fait lui aussi seppuku. Yasuke, lui, est capturé et présenté à Mitsuhide. Alors qu'il s'attendait à être exécuté, le destin va jouer un nouveau tour à Yasuke. Mitsuhide méprise Yasuke. Pour lui, il n'a rien de japonais et ne vaut guère mieux qu'un animal.
Il décide alors de le laisser vivre et de le renvoyer chez les jésuites. Mais ensuite on perd totalement sa trace. Et il est bien là le problème. Je ne peux pas vous raconter comment se termine sa vie, car après cet événement de 1582, plus aucune source ne mentionne ce qu'a pu devenir Yasuke. On suppose qu'il a pu retourner auprès des jésuites du Japon, ou bien qu'il a pu retourner en Inde, mais ça, on ne saura jamais. L'histoire de Yasuke, même si elle est encore assez méconnue par chez nous, elle est très célèbre dans l'archipel nippon. En effet, son histoire est racontée dans de nombreuses histoires pour enfants. On le retrouve également dans des animés, et Netflix serait même en train de produire un film sur sa vie. Malgré son court service en tant que samouraï, à peine plus d'1 an, Yasuke a réussi à laisser sa trace dans l'histoire, celle de l'esclave africain, devenu le tout premier samouraï étranger. Quoi qu'il en soit, cette histoire atypique m'aura permis de parler un peu d'autre chose que de l'histoire européenne, et de pouvoir, au travers de ce récit, vous faire découvrir quelques aspects de l'histoire et de la vie politique à la fin du Japon féodal. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais avant ça, je vous parle rapidement de l'option souscription. Pour celles et ceux qui connaissent déjà, c'est un peu comme les subs sur Twitch. C'est un abonnement par mois, résiliable à tout moment, qui vous offre quelques avantages. Il y a pour le moment plusieurs tarifs, accompagnés de plusieurs grades, comme chevalier, baron, grand seigneur et roi. À part roi, qui est un petit truc en plus, tous les autres vous offrent la possibilité d'être mentionnés en fin de vidéo. En fait, ça vous permet surtout de soutenir la chaîne sans passer par d'autres plateformes. Merci à celles et ceux qui le feront, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer, et ça c'est cool. Moi je vous propose sinon de mettre un like, un commentaire ou encore de vous abonner, d'aller me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.